où il n'y en a peut-être qu'un seul. Ça fait tout seul. Voilà, tout seul. En fait, c'est une forme de planification, de programmation vers l'objectif, et le drone reconnaît de lui-même les obstacles, ce qui va les contourner, et chaque drone aura sa propre logique. Donc ça, c'est extrêmement embêtant. Pourquoi? Parce qu'un essaim de drone, c'est quoi? C'est peut-être 10 drones, mais ça peut être 100 ou 200 drones. Donc là, le problème, comment vous résistez à une attaque de 100 drones? Même si vous en détruisez la moitié, il en reste 50. Donc on va vers un système dans lequel vous avez une multiplication des engins de mort, en fait, qui, sur le champ de bataille, bon, on va traiter la question, je dirais, anti-soldats. Donc ça, on va dire, on va tuer les soldats dans des tranchées ou dans des trous. Le problème, c'est qu'en fonction du volume de ce que vous allez mettre sous le drone, vous pouvez très bien détruire les véhicules, détruire des engins, et puis aller très loin, parce qu'un engin comme ça vole à 30 ou 40 km. Donc bilan, ça donne une allonge dans laquelle il n'y a pas d'humain. Et ça, c'est incroyable, c'est qu'en fait, la machine, elle va prendre le lead. J'ai vu récemment, en Ukraine, un truc absolument incroyable, vous avez le drone observateur qui a une caméra, qui va observer un carrefour, il ne bouge pas, tout est arrêté. Il a ses copains drones qui sont arrêtés à 50 mètres derrière, totalement dissimulé. On voit que la caméra du drone, le drone observe un point de passage, il voit un véhicule, deux véhicules, il alerte l'ensemble des drones, exactement ce qu'ils sont en train de faire là. Tous les drones se lèvent en même temps et vont pourchasser la colonne de véhicules qui est en train de s'éloigner. Donc on va vers une guerre complètement étrange. Mais de robots. Oui, donc en fait, le mot robot est vraiment le mot qu'il faut utiliser. Le mot drone est un mot qui est trop light, il me semble-t-il. Oui. On va vers vraiment rigolo, oui, voilà, puis ça fait partie du vocabulaire qu'on utilise. Aujourd'hui, on assiste vraiment à une forme de robotisation du champ de bataille, et c'est l'emploi aujourd'hui qui change. Et donc l'homme là-dedans, qu'est-ce qu'il fait? On a moins besoin d'artillerie, moins besoin évidemment de blindés, et moins besoin d'infanterie. Bien sûr, alors on ne peut pas parler de la guerre en Ukraine sans parler de ces drones FPV. Ça a été une énorme révolution. Déjà, explique-nous ce que ça veut dire et concrètement en quoi ils ont changé le visage de cette guerre. Alors, le FPV, c'est le drone le plus simple, ça vaut 200, ça vaut 40 euros, 50 euros, c'est le petit drone que vous avez dans les magasins. Alors, on va dire que c'est plutôt un modèle un peu plus évolué, entre 200 et 400 euros, sur lequel vous pouvez mettre absolument ce que vous voulez. Vous pouvez mettre des caméras, vous pouvez mettre des caméras thermiques, on peut observer le soldat. Ici. Là, par exemple, vous avez, c'est à Potros probablement, vous avez un soldat russe ou un soldat ukrainien qui est dans un coin, le drone va l'observer, il va le chercher. Et si le soldat cherche à se dissimuler dans un trou ou éventuellement rentrer dans la maison, le drone va rentrer par la porte ou par une fenêtre et va aller le chercher. Donc vous avez le problème du soldat aujourd'hui, c'est qu'il doit se protéger. C'est pour ça qu'aujourd'hui à Pokrovsk, que les Russes n'avancent pas. Parce que le danger est tel, c'est que le soldat passe plus de temps à se protéger qu'à essayer d'avancer. Donc le risque est énorme. Donc ce drone FPV permet quoi? Il permet de faire une guerre low cost, puisque ça ne vaut pas grand-chose. On n'est pas sur des missiles à 1 million d'euros, on est sur un engin qui vaut 300, 400 euros, mais non seulement ça, le moindre soldat... la confrontation directe, par exemple. Bien évidemment, puis le moindre soldat, je veux dire, de l'unité à laquelle appartient ce drone, peut bricoler son truc, il met une grenade, il y a une forte place laissée à l'imagination des combattants et des soldats pour rendre les engins de plus en plus, destructeurs. Encore une fois, on a une image qui est extrêmement améliorée, puisque ce sont les engins qui observent. Voilà, c'est très clair. Exactement. Il y a une précision de l'observation qui est incroyable, mais non seulement ça, le soldat se cache et le drone ne sait pas où il est, il peut attendre. Il se met sur un coin de mur, où il reste en vol pendant un certain temps, et puis il va revenir au bout d'une heure, simplement quand il aura observé un mouvement à l'intérieur de la maison. Donc c'est de l'observation, et puis de la destruction. C'est qu'aujourd'hui, la gamme de drones capables de détruire les forces adverses est vraiment illimitée. On a aussi deux autres images à vous montrer pour vous faire comprendre un peu l'utilité des drones dans tous les aspects de la guerre. Regardez, l'armée ukrainienne qui évacue un blessé, ça se passe en pleine nuit, vous allez le voir, utilisé donc là aussi parfois pour des populations civiles. Le drone sert vraiment à tout. Ben c'est comme en France, les pompiers. Chez les pompiers, on utilise également des drones pour aller dans les incendies. Donc aujourd'hui, l'usage du drone est un usage opérationnel dans lequel il faut transporter des munitions, parce que le drone, encore une fois, c'est un robot, c'est pas un drone. Donc ce robot est capable de transporter 100 kg, 200 kg de munitions. On ne pourrait pas aujourd'hui mener un combat défensif tel que le mènent les Ukrainiens à Pokrovsk sans avoir des drones qui vous amènent vos munitions et qui évacuent vos blessés, ou qui amènent, je sais pas moi. Et ben regardez justement qui amène par exemple un vélo, un soldat ukrainien qui n'arrivait pas à s'échapper parce qu'il était sous le feu russe. Et regardez, ce vélo a été livré par un drone et mécaniquement le soldat a pu s'en sortir comme ça. Alors là, on voit vraiment l'inventivité des soldats. Encore une fois, du côté russe ou du côté ukrainien, c'est que le soldat, pour survivre quelque part, il se trouve des solutions, je dirais, intermédiaires, ou en tout cas innovantes, pour en fait, utiliser l'engin sans qu'il y ait de perte. Alors évidemment, le gars, il part en vélo, j'imagine que s'il y a un drone
drone adverse qui observe les grands vélos, il n'a aucune chance. Mais c'est vrai que cette inventivité, en fait, c'est une souplesse incroyable. Et c'est ça la grande transformation du drone, c'est qu'on n'est plus sur les champs de bataille avec des rangées de canons alignés ou les rangées de chars. On est vraiment sur un système extrêmement souple qui fait que ça oblige, et donc faire c'est Pocroft, ça oblige encore une fois à avoir une espèce de dispersion incroyable avec un front qui se répartit globalement sur des milliers de kilomètres. Voilà donc pour les applications. Merci beaucoup, colonel. Alors, d'industriels qui sont là, qui sont disponibles et qui sont en train de développer de tout nouveaux équipements, de tout nouveaux systèmes, mais il faut aussi pouvoir avoir la force de les commander et ce en masse, parce que c'est aussi ça l'Ukraine, c'est la masse qui compte. Pour l'instant, la France n'a pas besoin d'avoir plus de 1500 chars, je prends l'exemple des chars, mais c'est sûr qu'en cas de guerre, le char de combat sera encore très intéressant et très important. Or, la problématique derrière, c'est que le char Leclerc, aujourd'hui, n'est plus du tout produit. Effectivement, en attendant de passer des commandes, Lucas Manger, il y a aussi cette analyse d'un ingénieur militaire qui nous dit « Nous avons 10 ans de retard ». Il précise « Nous avons au moins 1 ou 2 guerres de retard ». En fait, aujourd'hui, heureusement que la France elle a le nucléaire, parce que sinon, elle ne fait pas peur à grand monde avec ces petits chars. Oui, enfin, non, ils ne sont pas petits, les chars français. J'exagère un peu, évidemment, je m'en suis prêt. Donc pour contrôler ces essaims de drones, en gros, un seul opérateur au sol et plusieurs appareils en vol, jusqu'à 25 drones comme ça. C'est donc une initiative française. On a réussi à développer ça assez rapidement. Donc ça veut dire que quelque part, en effet, quand on veut, on peut. Alors très concrètement, comment ça fonctionne? Vous avez un porteur de drone, ça peut être un bateau, ça peut être un engin blindé, le Griffon par exemple, qui est l'engin de transport des troupes de l'armée de terre. Vous avez une espèce de panier sur lequel vous avez en gros une vingtaine ou une trentaine de drones. Une dizaine sont consacrés à la partie observation et une dizaine ou 3 ou 4, ça dépend du choix, prévus pour détruire. Premier point. Le deuxième point, c'est quoi la révolution? La révolution, c'est que vous n'avez qu'un seul opérateur. Donc l'opérateur, il va gérer, il va appuyer sur les boutons en fonction de l'objectif. Il appuie sur un bouton parce que c'est pas plus compliqué que ça. Les drones vont décoller, une vingtaine de drones vont décoller en même temps. Le problème après, c'est le choix de la cible. Donc le ciblage est une notion extrêmement importante. Donc là, soit l'opérateur a une capacité de désigner les drones, ou bien les drones par eux-mêmes, ils vont choisir leur propre objectif. Ah, c'est l'intelligence artificielle. Exactement. Et en fonction de la distance, de la dangerosité, etc., ou du mouvement éventuellement, et donc les drones choisiront eux-mêmes. Donc ça, c'est un vrai sujet. Si je vous dis Aurore, colonel, ça vous parle? C'est un radar, c'est le combat de demain. Eh oui, c'est le nouveau radar inventé par notre ministère des Armées et développé là aussi par Thales. Radar dont on nous dit qu'il est unique en Europe parce qu'il pourra détecter des objets jusqu'à 2000 km depuis un point au-dessus de la Terre. Il pourra donc aussi surveiller les satellites d'observation ou ceux d'écoute étrangers. Là aussi, on peut se satisfaire d'une initiative comme ça qui est, je le rappelle, française, encore une fois. Alors, on s'éloigne un petit peu des drones, parce que c'est vrai qu'il est capable d'identifier l'objectif entre 0 et 2000 mètres, mais on reste et dans la technologie. 2000 km, autant pour moi, donc c'est vraiment extrêmement haut. Encore une fois, les drones n'échappent à ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, la technologie française, grâce encore une fois à notre industrie spatiale, à l'armée de l'air, à la DGA qu'évoquait tout à l'heure notre camarade, très concrètement, c'est vrai qu'on a la technologie. Le problème des drones, c'est qu'on est sur une technologie relativement rudimentaire. On voit bien qu'il y a un sujet. Aujourd'hui, on est sur des engins, je parle des drones, qui sont relativement rudimentaires. Le problème, aujourd'hui, c'est comment les détruire. Le jour où on trouvera la manière de les bloquer par le brouillage, c'est compliqué parce que certains drones sont des drones filaires. Donc l'information au drone arrive par un fil. Ouais. Donc on ne peut pas le brouiller. Mais on peut considérer qu'une grande partie, parce qu'il n'y aura pas des milliards de fils en l'air, une partie de drone sera brouillable. Ça, c'est le premier point. C'est en cours, il y a des expérimentations en cours au sein de l'armée française au passage, avec un engin qui s'appelle le Nérode. Donc le deuxième, il travaille quand même déjà, c'est bien. Oui, bien sûr, c'est pris en compte. Deuxième point, c'est la destruction. Alors, il faut impérativement être capable de détruire des centaines de drones en même temps. Donc il faut un radar capable d'identifier, comme fait d'ailleurs les engins antimissiles, le Mamba français, qui a un radar qui va identifier toute une série de missiles qui arrivent et qui va choisir lui-même la cible la plus proche, la plus dangereuse, etc. On aura le même système pour les drones, on sera capable de détruire les drones. Le problème et je termine là-dessus, le problème de tout ça, c'est quoi? C'est une espèce de mur Maginot qui se met en place sur le mur anti-drone. On en a parlé il n'y a pas très longtemps, de mur anti-drone qui protégerait l'Europe, éventuellement des incursions de drones russes. Ça, c'est une blague. Ça va fonctionner, c'est fonctionnel, parce que c'est une illusion du mur de Maginot, une espèce de ligne formidable, et comme ça, plus rien ne passera, ça ne fonctionnera pas. Par contre, on peut bloquer des villes, on peut protéger des villes, des unités opérationnelles, mais en aucun cas faire un mur à la ligne Maginot. Donc le problème, c'est la destruction, c'est qu'en fait, les progrès vont nous rassurer. Et on a intérêt, nous, aujourd'hui, Européens, à ne pas être rassurés. C'est grâce
grâce à ça, encore une fois, qu'on va être inventif et qu'on va investir des fonds pour pouvoir développer notre système drone d'une façon générale. Merci, colonel. Alina Belkhamer, je vous voyais réagir sur cette initiative européenne que j'imagine vous appelez de vos voeux pour faire en sorte qu'on puisse être un peu crédible sur cette question de la tech. Oui, de nouveaux projets européens. Les projets de tout ce qui concerne la guerre des mines marines, c'est européen parce que ce n'est pas juste la France. La Belgique fait de même avec les Pays-Bas. L'Allemagne a une très grosse coopération avec les Pays-Bas. La France a une coopération terrestre avec la Belgique. Donc il y a plein de petites coopérations, plus ou moins grandes, voire petites en fonction des pays qui sont concernés. Pourquoi? Parce que derrière, il y a un intérêt économique pour pouvoir monter plus rapidement en puissance. Et encore, parce que là, on parle beaucoup technologie, on parle beaucoup nouveaux systèmes, futures armes. Il y a un an, les forces armées publiaient une photo d'un poste de commandement de différents véhicules autour d'un certain point, sur une zone spécifique, mais qui n'était pas du tout camouflé, qui n'était pas du tout protégé. Là, aujourd'hui, on a eu une photo d'un poste de commandement totalement camouflé, avec même un faux poste de commandement 1 km plus loin. Et c'est ça, on oublie beaucoup. Les technologies, c'est bien, les nouveaux systèmes sont géniaux pour pouvoir aider les forces, mais au final, ce sont les forces au sol qui vont pouvoir changer la balance, ce sont les forces au sol qui permettront de pouvoir évoluer et de pouvoir avancer pour planter le drapeau ou inversement, empêcher l'ennemi de pouvoir planter son drapeau sur sa zone. Merci beaucoup, Gaëtan Corvis, d'avoir été avec nous cet après-midi dans le grand dossier sur LCI. Il nous reste 30 véhicules. On se croirait dans Mad Max. C'est Mad Max, Made in Donbass. C'est incroyable. Il n'y a pas deux véhicules qui se ressemblent. Ils utilisent à peu près tous les moyens de transport pour véhiculer leurs troupes. On a même vu un chameau la semaine dernière. Parce qu'ils ont que ça sous la main ou parce que c'est une autre manière d'emporter le problème? C'est aussi une tactique. Hein. Les motos, notamment, qu'on voit beaucoup, leur permettent de s'infiltrer très rapidement. Ça pose d'ailleurs des problèmes à la défense ukrainienne. Donc on voit que, effectivement, comme vous le disiez, c'est le brouillard de la guerre, mais la guerre change, mute sous nos yeux, comme on n'avait pas du tout imaginé que ça a aussi vite et aussi loin, ce changement dans les tactiques. Oui, Isabelle. Oui, ça change absolument tout. Et les armées occidentales, il faut que les armées occidentales s'en inspirent, parce que la modernité de l'histoire de la guerre moderne est en train de s'écrire en Ukraine. Et aussi en Russie, parce qu'on a toujours l'image de la vieille force conventionnelle, mais c'est vrai que les Ukrainiens ont été très rapides à développer leur industrie de drones au début de la guerre, aidés au début par les Turcs, parce qu'en fait ils n'avaient pas le choix, c'était beaucoup moins cher. Et depuis, les Russes ont complètement rattrapé leur retard, ils sont autonomes en matière de production de drones, et la Russie est devenue aujourd'hui l'un des pays les plus en pointe dans l'industrie de drones. Donc il faut aussi intégrer ça pour plus tard dans nos pays occidentaux. En tout cas, c'est effectivement une petite révolution. On ne peut plus faire des mouvements de troupes de plus de 5 ou 10 personnes sans être aussitôt la cible, et d'un côté comme de l'autre. Vous l'avez très bien dit, bien